La voix de la patrie appelle au baraquement. La patrie entend et la patrie sait. Et moi personnellement, j'en ai une peur panique. Je ne veux vraiment pas que le pays qui se dit ma patrie sache quoi que ce soit sur moi ou s'intéresse à quoi que ce soit que je fais. Je n'ai certes pas été ignoré par les services à cause de mon métier, mais cela m'a déjà été signalé plusieurs fois. Mais l'histoire de l'attention que porte cette même patrie est terrible. Terrible. Marina Tsvetaeva, tout le monde le sait probablement, s'est pendue à Yelabuga. En août 1941, 2 ans auparavant, elle était revenue en URSS suivant son mari et sa fille. Elle ne pouvait rien faire. Ils devaient absolument rentrer d'exil. De Paris au pays. Son mari, Sergueï Effron, poète et agent du NKVD, qui croyait racheter son retour par le sang, a été fusillé. Eh bien, exactement la même année, en 1941, sa fille, Ariadna Effron, a connu les camps et l'exil. Combien de temps ? 16 ans, elle y est restée. 16 ans. Il ne reste presque rien de la famille revenue au pays. Ce n'est pas une tragédie isolée. Après les accords de Yalta de 1945, les alliés occidentaux ont remis de force des personnes à Staline. Oui, ils ont été remis de force à Staline. Des centaines de milliers de citoyens soviétiques qui se trouvaient en Europe. Des prisonniers, des travailleurs forcés, des réfugiés. Il faut donc remercier les peuples bien-aimés, c'est-à-dire les héros des territoires occidentaux. L'un s'appelle Churchill et l'autre s'appelle Roosevelt. Par ailleurs, Roosevelt est aussi célèbre pour avoir voulu instaurer le fascisme aux États-Unis. Peu de gens le savent, mais c'est un fait. Documenté. Sinon, c'était un homme charmant, gentil, remarquable. Mais il n'aimait pas non plus les Juifs. Et vraiment pas du tout. Sinon, globalement, tout le reste chez lui était presque parfait. Pour ne pas être en reste, Churchill non plus n'aimait pas vraiment les Juifs. Avant la guerre, l'Angleterre s'opposait de toutes ses forces à l'installation des Juifs en Judée et en Samarie. Elle avait reçu de la Société des Nations un mandat pour y installer les Juifs. Pourtant, elle a tout fait pour les en empêcher. Dieu nous en préserve. Et après la guerre, elle a carrément coulé les navires transportant des Juifs qui, ayant survécu aux camps allemands, se rendaient pour construire leur foyer national. Vous comprenez, après Auschwitz, ils coulèrent les bateaux, les gens qui en étaient sortis. Une grande partie de ceux qui ont cru en leur patrie sale, lourdement imprégnée de sueur et de torture, et qui sont revenus ont été envoyés directement dans les camps. Et la logique de la sécurité d'État était absolument simple, implacable et juste. Puisqu'une personne est restée longtemps à l'étranger, cela veut dire qu'elle est contaminée. Donc, c'est un traître potentiel. Eh bien, évidemment. Au comité, ils comprennent qu'après un séjour à l'étranger, la patrie dans laquelle tu es revenu était perçue comme une fausse d'aisance, pourrie, imbibée de térébenthine. Pour beaucoup, le retour à la maison n'était pas des retrouvailles familiales, mais un transfert vers les camps. Vers l'Est, mais pas dans le bon sens du terme. Là-bas, à l'Est, là où règne le Père Gélisol éternel. Il disait, nous ne comprenons pas pourquoi. C'est à cause de ce que vous avez vu. Et vous pouvez en parler à ceux qui vivent dans votre pays d'origine, qu'il existe en fait un autre monde. Et que là-bas, on n'a pas à craindre le vampire qui, chaque jour et chaque heure, se cache derrière des portes closes, des grilles de fer et des cadenas. Il boit le sang de millions de personnes en même temps. Avec une paille, je ne sais pas, ou autrement. Il faut dire tout de suite que l'on tuait, torturait, exilé, violait et gravait des étoiles dans le dos, non seulement à ceux qui étaient revenus. Ceux qui n'étaient un à jamais partis en prenaient aussi plein la figure. Je vais vous raconter comme on dit, selon les documents, avec la plus grande précision. Tout d'abord, Vsevolod Meinhold a été arrêté le 20 juin 1939 à Leningrad. À cette époque, son théâtre avait déjà été fermé comme étant étranger à l'art soviétique. C'est tout à fait exact. Je suis d'accord aussi. Il était étranger à l'art soviétique. En prison, il a été torturé. Son propre témoignage a été conservé. C'est une lettre adressée à Molotov, de janvier 1940, l'un des documents les plus terrifiants de cette époque. Il écrivait qu'on le forçait à s'allonger face contre terre à 65 ans et qu'on le frappait avec un câble en caoutchouc sur les talons et le dos. On le frappait aussi sur les jambes. Il y avait des ecchymoses sur son corps, semblables à des hémorragies internes, et la douleur était telle qu'il avait l'impression qu'on avait versé de l'eau bouillante sur ces endroits. Il a signé des aveux.
Il s'accusait lui-même, juste pour que cela cesse. Il existe une légende selon laquelle Maincold aurait été noyé dans des eaux usées, dans les toilettes, au comité de la sécurité d'État. Et avant cela, on lui a brisé tous les doigts, un par un. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais de la part de ceux qui ont engendré Abakoumov et Poutine, on peut s'attendre à tout. 6 mois avant son exécution, sa femme, l'actrice Zinaïda Raïk, est morte dans des circonstances terribles. Dans la nuit du 15 juin 1939, peu après l'arrestation de son mari, des personnes totalement inconnues se sont introduites dans leur appartement à Moscou. Ils lui ont donné plusieurs coups de couteau. Elle est décédée en route vers l'hôpital. Le meurtre reste non élucidé, le coupable n'a pas été trouvé. Et l'appartement a été saisi peu de temps après. Le nom de Meyerhold figurait sur la liste d'exécution, approuvée personnellement par Staline, le 16 janvier 1940. Tout cela existe encore, tout cela a été conservé. Il y avait des centaines de noms. Issus du même flot, littéralement à la même époque, donc Isaac Babel. Écrivain, auteur de Cavalerie rouge et des Contes d'Odessa, arrêté en mai 1939, fusillé. Oui, janvier 1940. Oui, en 1940. À peine une semaine avant Meyerhold, lui aussi a été torturé. Ils l'ont forcé à s'accuser lui-même, à accuser les autres, n'importe qui. Il a signé tout ce qu'on voulait. Mikhail Koltsov. Le journaliste soviétique le plus célèbre des années 30, correspondant en Espagne en guerre. Exécuté le 2 février 1940, le même jour que Meyerhold. C'est pour cela que je m'en souviens. D'après les documents, du moins, oui, on a annoncé que Meyerhold avait été exécuté. En réalité, il y a une légende qui dit qu'il n'a pas vraiment été exécuté, ce qui se comprend. Meyerhold, Babel, Koltsov et des centaines, des milliers d'autres n'étaient pas des immigrés. Ils étaient loyaux. Intégrés dans le système. Alors, je vais expliquer pourquoi. Pour tous ceux qui veulent revenir et négocier avec le lieutenant-colonel Poutine, il faut le savoir. Voilà. Et qu'est-il arrivé à ceux qui sont revenus au pays, ayant fait confiance à leur patrie et qui n'ont pas été envoyés au camp? Voici Alexandre Vertinsky, par exemple, un chanteur exceptionnel. En 1943. Mais il a eu de la chance. Il n'a pas été fusillé ni envoyé au camp. On ne l'a pas noyé dans les immondices. On l'a envoyé en tournée sans fin, sous surveillance officieuse. Il a vécu 14 ans comme ça. Pas une seule critique dans la presse soviétique. Pas une seule. Et toujours quelqu'un à ses côtés. Il marchait, buvait, allait aux toilettes, mangeait n'importe quoi. Des mouchards et des gardiens tournaient vent autour. Et le compositeur était un homme de génie. Sergueï Prokofiev. Il est arrivé en 1936, à la veille de la Grande Terreur. Il a assisté à la débâcle. Ses œuvres tardives étaient interdites et il était persécuté. Il est mort le même jour que Staline, presque oublié. Nous nous sommes souvenus de lui, bien sûr, plus tard. En revenant, donc, ceux qui sont revenus, on les considérait comme des collaborateurs et des espions. Lamarck, il a trop vécu en Occident et cela ne s'effaçait jamais. La police secrète. Elle ouvrait des dossiers séparés sur les rapatriés. Les archives déclassifiées, je crois, en 2010, montrent qu'ils étaient surveillés encore longtemps après leur pardon. L'amnistie promise s'est changée en perte de confiance définitive. Pourtant, on les avait invités à revenir. Pourquoi les appeler pour ensuite les persécuter? En 1955, un comité pour le retour au pays a été créé à Berlin-Est. Derrière l'apparence d'une initiative publique, il y avait bien sûr le comité de la sécurité d'État. Le comité publiait un journal intitulé « Pour le retour ». Plus tard, il a commencé à l'appeler « La voix de la patrie ». Et il l'a diffusé secrètement parmi les immigrés de la première vague dans toute l'Europe. Le ton était doux. Vous êtes arrivés dans des pays et des continents où l'on vous méprise, où vous êtes des étrangers. Et la patrie vous appelait. Oui, elle vous a pardonné. J'en ai marre de ça. Portez ce truc sur la tête, hein? Et elle attend. La patrie vous attend. Le principal, c'était les lettres de ceux revenus. Chaleureuses, pleines de gratitude, pleines de repentir. Elles étaient en publié, lues à la radio, on les brandissait, comme preuve du bonheur. Voilà, le bonheur. Rentrer au pays. La voix de la patrie appelait à rentrer à la maison. Et à la maison, pour beaucoup, un baraquement était déjà préparé. Pas Barack Obama, hein? Ah, simplement, une baraque, sans chauffage, mais avec des barreaux aux fenêtres.
Et puis le KGB, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donnait à l'époque. Il collaborait avec ses agents européens pour rendre la vie des immigrés russes insupportable et les pousser à partir. C'était ça, l'Union soviétique à l'époque. Oui, pour qu'ils aient envie de rentrer au pays. Et maintenant, regardez l'été de 1926. La plus grande banque du Portugal ferme les comptes des Russes sans permis de séjour. Les banques allemandes, donc, Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, Commerzbank, N26. Ils bloquent des comptes de résidents de longue date, même avec un passeport allemand. Pourquoi maintenant? Wise et Revolt coupent l'accès même à ceux qui ont un permis de séjour européen. La France a fermé dès le 15 juillet la dernière faille de demander un visa Schengen via des courtiers. Pris séparément, ce sont les coûts des sanctions. Ensemble, c'est un matériau prêt à l'emploi pour un seul et unique souhait. À ceux qui sont partis, dégagez d'ici. L'Occident joue le jeu de Poutine. Il crée des conditions de vie pour les réfugiés, de telles conditions pour qu'ils comprennent. Ici, personne n'a besoin d'eux. Pourquoi font-ils cela? Le Kremlin appelle à rentrer au pays. Et de la même main, il inscrit d'avance ceux qui reviennent comme politiquement suspects. Exactement comme en 1945, eh bien, exactement comme à l'époque. D'après des témoignages, les services de sécurité russes considèrent aujourd'hui une longue absence comme un facteur de risque. Et il est recommandé aux banques d'État de ne pas embaucher les émigrés de retour. Nous, les hommes. Nous avons déjà discuté de ce mot autrefois. L'opération se déroule, pour ainsi dire, sur 3 fronts à la fois. Et la synchronisation révèle en réalité l'intention. Le premier front, c'est de chasser et d'épuiser. La patrie si bonne et si indulgente coupe ceux qui sont partis de tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. À la Douma, on discute d'interdire la vente de l'appartement ou de la voiture laissée derrière. Privation de services bancaires, refus de délivrer des documents et même d'enregistrer mariage et décès. Annulation de la procuration. Autrement dit, une personne à l'étranger perdrait tout contrôle sur ses affaires dans son pays. Création proposée d'une liste noire publique des personnes déchues de leurs droits sur un site gouvernemental. C'est une copie directe des listes de personnes privées de droit de l'époque soviétique, des privés de droit. C'était pareil en Allemagne, sous Hitler d'ailleurs. Plus de 1100 personnes ont déjà été déclarées agents étrangers. Les condamnations par contumace augmentent. Et le levier le plus efficace, c'est la pression sur ceux qui sont restés. Appel et entretien préventif avec les parents de ceux qui sont partis. Revenez tant qu'il est encore temps, sinon nous nous en prendrons à votre famille. Revenez tant qu'il est encore temps. Soroka? Mon pays natal. Il y a beaucoup d'agents de la sécurité d'État. Présents pour que tu n'oublies pas à quoi t'en tenir. Le deuxième front. Dérouler le tapis rouge. En même temps, développer l'infrastructure. Le retour, un programme de rapatriement avec une naturalisation accélérée. Donc, tout va bien. Tu restes là-bas pour l'instant. Tout va mal, tu es revenu, tout va très bien. Un visa fondé sur les valeurs. Pour ceux qui partagent l'esprit russe, ce sont les valeurs spirituelles et morales russes. Depuis le 1er juillet 1926, les Russes vivant à l'étranger dans 12 pays peuvent obtenir une signature électronique et accéder aux services publics en ligne. Les consulats peuvent aussi envoyer des procurations par voie électronique. Cela semble être de l'attention. Voyager uniquement pour un visa ou pour des valeurs n'est pas nécessaire. Électroniquement, en apparence, c'est de l'attention, bien sûr, mais en réalité, on te ramène doucement dans le système. Et puis, il y a le troisième front, les lettres des rapatriés. Exactement comme le racontait La Voix de la Patrie. Les médias d'affaires russes, ceux qui partagent les valeurs spirituelles et morales russes. Dans la chronique de RBK, donc, le consultant RH suggère des formulations toutes faites pour l'entretien. J'ai acquis une expérience inestimable à l'étranger, mais j'ai toujours prévu de l'appliquer dans mon pays natal. Il conseille de nettoyer les réseaux sociaux, de limiter le contenu ambigu et d'accepter un poste un cran en dessous, surtout dans le secteur public. C'est un apprentissage de la repentance publique et de la loyauté bien rodée. Et les médias d'État fournissent régulièrement des histoires de ceux qui ont été déçus, qui ont souffert à l'étranger et qui sont revenus à la chaleur humaine, aux valeurs traditionnelles. La froideur européenne, surtout américaine bien sûr, et même la propagande russe, volontairement ou non, travaillent toutes pour le même résultat. C'est alors, disons, en 1937, 1938 ou déjà dans les années 50, oui, que cela a fonctionné. Pourquoi? Les forces. Maintenant, quelque chose a changé.
En 1955, l'opération a réussi parce que le KGB avait le monopole de l'information. Et l'émigré à Paris, qui lisait La Voix de la Patrie, ne pouvait pas appeler un ami revenu au pays et lui demander « Écoute, c'est vrai ?» Les lettres étaient éditées, écrites par les agents du KGB, et il était impossible de vérifier. Il n'y avait rien à quoi comparer le témoignage chaleureux d'un repentant. Les gens croyaient et partèrent dans les camps. Voilà toute la différence. Aujourd'hui, il n'y a plus de monopole sur l'information. Chaque personne déçue, qu'on montre à la télévision, a un téléphone. Il peut avoir peur d'utiliser son propre téléphone, mais quelqu'un d'autre, avec un autre téléphone, peut toujours écrire à ses amis. Découvrir la vérité. Condamnation par contumace, perquisition chez les parents, refus d'emploi pour ceux qui sont revenus. Tout cela éclate au grand jour, le même jour dans les chats et les chênes. Et non pas un demi-siècle plus tard à partir d'archives déclassifiées. Le mensonge sur la chaleur humaine ne vit plus dans le vide. À côté d'elle, dans le fil d'actualité, il y a les histoires réelles de ceux qui sont revenus et qui en sont horrifiés. C'est ça, le bouclier que la première vague n'avait pas. La diaspora peut faire ce que Tsvetaeva et Voyer ne pouvaient pas faire, s'avertir les uns les autres, vérifier les lettres des rapatriés, répondre à la propagande en temps réel et parler franchement. Parler franchement. Parler franchement. Les gars, la Russie vous ment. Les difficultés à l'étranger sont absolument réelles. Il ne faut pas les minimiser. Mais quand un État qui vous a longtemps écarté vous demande soudain de revenir avec insistance, eh bien il vaut la peine de se rappeler comment s'est terminé le précédent épisode du même dessin animé. Et d'en parler à ceux qui hésitent encore. En 1955, il n'y avait personne à qui le raconter. Aujourd'hui, il y en a. Et c'est pourquoi il est si étonnant, vraiment étonnant, qu'il y ait des centaines, certains disent même des milliers de personnes, qui commencent à croire à cette propagande de lavage de cerveau. Ils commencent soudain à ressentir la chaleur de la patrie. C'est-à-dire, elle a toujours été froide, cette saleté, et maintenant elle rayonne de chaleur. Et soudain, ils s'enflamment de haine envers tous ces pays et ces gens qui les ont accueillis, qui les ont acceptés, qui les ont aidés, et en général qui leur ont permis d'entrer. Comment ça se passe, ce truc-là dans la tête, ou je ne sais pas, dans le corps, quelque part ailleurs, je ne sais pas. C'est incroyable, mais ça arrive. Je sais, je reçois constamment des informations sur le fait qu'il y a des fous, enfin, il n'y en a pas tant que ça en réalité. Donc c'est comme le raconte ce service de tromperie de la pseudo-patrie. Vous vous rappelez du ministère de la vérité, en face du ministère de l'amour, chez George Orwell. Je suppose que presque tout le monde connaît Orwell. Oui. Eh bien, s'ils lisent, ce sont des petits romans pornographiques, des romans avec des histoires déchirantes, des lèvres de jeunes filles faciles qui se donnent au premier venu. Et ceux qui lisent de ces romans rêvent d'être ce premier venu. Je comprends que cela concerne la majorité de la population de la planète, mais ceux qui sont partis, il me semblait qu'ils devraient être au moins un peu plus intelligents, ne serait-ce que d'un gramme, puisqu'ils sont partis, non. Bien que cette opinion ne soit en réalité fondée sur rien. D'après le nombre de recherches sur Internet, c'est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui pour la diaspora russophone. Pourquoi donc les gens qui ont des informations de là-bas, qui savent avec certitude qu'il y a là-bas des menteuses, des menteurs, des assassins sanguinaires, pourquoi parlent-ils tous ? Ils s'intéressent à ce sujet, à savoir le retour. Oui, bien sûr, chaque cas est individuel, mais voici des réponses directes aux questions qui préoccupent le plus souvent. Est-ce que je peux rentrer chez moi et au moins rendre visite à mes parents ? Mesdames et messieurs, les parents vieillissent, oui, dans la balance, il y a la culpabilité et la peur de ne pas avoir le temps de dire au revoir. C'est la question la plus humaine qui soit. Mais personne ne vous donnera de garantie avec une réponse honnête. Le risque est élevé si vous vous êtes déjà publiquement exprimé contre la guerre, si vous êtes inscrit comme agent étranger même sans le savoir, si vous êtes un homme en âge d'être appelé sous les drapeaux. Mais dans ce cas, c'est simplement une loterie, on lance une pièce en l'air et on regarde. Il y a donc des cas connus de détention et de questions supplémentaires directement à la frontière. Pour une personne politisée, le principal danger, c'est l'imprévisibilité. Ce n'est pas un article précis. Les règles changent plus vite que les nouvelles n'ont le temps de nous parvenir. Une autre question est, est-ce que mes proches restés là-bas peuvent souffrir à cause de moi ? Pourquoi me direz-vous ?
Eh bien, c'est évidemment le levier le plus dur, oui, cette pensée que ton choix va toucher ta mère, et c'est précisément pour cela que la pression est exercée. Les entretiens de pression et les visites chez les proches des militants, des journalistes, sont une tactique documentée, mais il n'y a pas de persécution massive des proches de ceux qui sont simplement partis. En pratique, vous ne faites rien passer de sensible par vos proches, vous les tenez informés, vous réduisez leur visibilité publique et vous ne laissez pas cette seule peur vous ramener en arrière. C'est exactement cet effet que j'attends de vous maintenant. Donc, quelqu'un se dit « Là-bas, la situation s'est vraiment améliorée. Peut-être que ça vaut la peine de revenir. Tu es surrevenu ?» Il demande. Parce que la fatigue de l'exil, de la vieillesse, la nostalgie à travers l'écran, l'image chaleureuse de la chaleur humaine qui, bien sûr, n'existe pas en Occident. Oui, en Occident, on ne se noie pas encore, on ne chauffe pas. L'impureté. La réponse à cette histoire, choisie, sélectionnée, éditée, c'est un mensonge. La réalité de ceux qui sont revenus est différente. La marque d'être resté trop longtemps à l'étranger, la Banque d'État et d'autres ne recommandent pas de confier un poste aux frères expatriés comme une étape. Tu vois, il y a peu de gens enthousiastes, et la plupart de ceux qui sont partis ne comptent pas vraiment revenir, pour ainsi dire. Si vous pensez à quelque chose, vérifiez-le auprès de plusieurs personnes sur place, pas à la télévision. Parce qu'une seule personne peut être compromise, peut-être qu'elle-même ne veut pas, mais elle est obligée de parler, donc je l'écoute quand même. Bien sûr, il reste la question de l'avenir de votre argent là-bas, de votre compte en Europe, de vos biens en Russie. C'est compréhensible, car c'est une question de survie et d'économie de toute une vie. La réponse des banques en Europe est qu'elles ferment les comptes, mais la Commission européenne dit clairement que la seule citoyenneté n'est pas un motif. Gardez les documents concernant, comment ça s'appelle déjà ? Oui, le titre de séjour, oui, en règle, enregistrez-le, réagissez immédiatement si un avertissement arrive. En Russie, on discute d'interdire la vente des biens immobiliers laissés et d'annuler la procuration. Tout n'a pas encore été adopté, il vaut donc mieux conclure les transactions et désigner des représentants fiables dès maintenant. Voici une question importante. Pourquoi cela devrait-il m'affecter ? Ça ne m'affecte pas. Je parle de ceux qui sont partis récemment, il y a 1 an, 3, 5, 8 ans, je ne sais pas. Pourquoi cela les touche-t-il ? Parce que la question ne concerne pas la politique, mais la maison. Et c'est ce qu'il est important de se rappeler. Contrairement aux immigrés de 1955, vous avez un téléphone, vous pouvez vérifier n'importe quelle histoire émouvante, écrire à ceux qui sont restés. Les gens ne vivent plus en vase clos, c'est votre principale protection. Chers amis, quoi que vous racontent les représentants des autorités, c'est toujours sans exception un mensonge effronté et une vile tromperie dans les émissions de Kira, au cinéma, à la télévision, dans les concerts. Ils insèrent quelque chose qu'ils savent qui vous touchera le plus profondément, parce qu'ils espèrent pouvoir désactiver votre raison en activant vos émotions. Et c'est là que je veux mettre un point final. La seule façon de survivre dans ce monde, c'est de rester homo sapiens, c'est-à-dire des êtres pensants. Ne vous laissez pas entraîner dans un état où vous devenez un idiot baveux, utilisez votre tête. C'est une partie très importante de notre corps. Si vous apprenez à penser par vous-même, vous serez capable de prendre la bonne décision. Là-bas, ceux qui sont dans la patrie, ils ont justement peur de ça, du peuple. Alors, terminons aujourd'hui sur le fait que je vous souhaite de prendre les bonnes décisions, et quelles elles seront, cela dépend de chacun. Ou, comme l'aurait dit à son époque le représentant commercial de l'Union soviétique à New York, je crois, en 1956, il est devenu célèbre pour sa phrase, je vais la dire en anglais maintenant, « For whom, how ». Je pense qu'il voulait dire « à chacun sa façon ». Un bon représentant commercial, il a beaucoup vendu donc. Donc à chacun sa façon. Personnellement, je les déteste tellement que je ne peux même pas imaginer comment on peut retourner y vivre. Et en ce moment, même y rendre visite, c'est impossible pour moi. Très bien, mesdames et messieurs, concluons et disons au revoir. Vous avez donc décidé de partir. Partez. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. Je ne laisserai pas partir ni mes enfants, ni mes connaissances, ni mes amis. Je ne les laisserai pas partir. Non, je ne les laisserai pas. J'essaierai de les convaincre de ne pas le faire. Mais bon, chacun fait comme il veut. À chacun son choix. Pour certains, c'est différent.